Que révèle un coup d'État qui échoue sans cri, sans sang, sans chaos? Parfois, la véritable nature du pouvoir s'exprime loin des projecteurs, à minuit, dans le calcul froid plutôt que dans la fureur des armes. Cette nuit-là, au Burkina Faso, l'État n'a pas triomphé par la brutalité, mais par une discipline et une anticipation rares en Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas juste une alerte sécuritaire. C'était un test à grande échelle. La robustesse des institutions, la cohésion des forces et la confiance populaire ont été éprouvées. Face à la menace, l'appareil d'État a réagi sans trembler, affichant unité et rapidité, là où tant d'autres auraient vacillé. Qui se souvient du Niger en 2010, du Mali en 2012, où les hésitations de l'État ont ouvert la voie à des jours entiers de confusion? Là, le Burkina Faso a pris une route différente. En moins d'une demi-journée, les leviers du pouvoir, palais présidentiel, médias, finances, énergie, ont été sécurisés dans le silence. Pas de démonstration tapageuse, seulement une efficacité collective, presque clinique. Le pays, habitué aux nuits d'angoisse, a vu autre chose. La menace désamorcée avant même de pouvoir diviser ou terroriser. Pour bien saisir la portée de cet exploit, rappelons-nous la nuit de décembre 1999 en Côte d'Ivoire, où le désordre s'est répandu en quelques heures, paralysant l'économie et semant la peur. À Ouagadougou, rien de tel. La vie reprenait au matin, presque comme si rien ne s'était passé. Ce calme soudain, cette absence de panique, ont pris à revers les attentes façonnées par des années de crise régionale. La vraie victoire fut institutionnelle. Coordination sans faille, autorité réaffirmée et surtout, capacité à éviter l'escalade. C'est la preuve qu'aujourd'hui, la stabilité ne se forge plus dans le bruit des armes, mais dans la préparation, la retenue et la confiance collective. En Guinée, en 2021, le chaos a duré plusieurs jours, chaque faction testant la loyauté des forces armées. Ici, la préparation a prévalu. Nier ce qui s'est vraiment joué cette nuit-là, c'est s'aveugler sur la transformation du pouvoir, rester prisonnier des vieux récits et sous-estimer les nouveaux risques. Comprendre cette mutation, c'est mieux préparer l'avenir du pays, renforcer sa résilience et ne plus céder au mirage d'une sécurité superficielle. Souvenons-nous de la République centrafricaine, où l'illusion d'un retour à l'ordre n'a jamais suffi à empêcher de nouvelles secousses. Mais comment, concrètement, l'État a-t-il su contenir la crise sans basculer dans la violence? Pour le comprendre, il faut revenir sur les heures décisives où chaque décision comptait. Imaginons la scène. Minuit passé, une poignée de généraux hésitant sur la marche à suivre, des téléphones qui sonnent dans des bureaux faiblement éclairés. Chaque minute pèse lourd, chaque choix peut sauver ou perdre un pays. Dans le Sahel, les coups d'État ne ressemblent presque jamais à une déflagration soudaine. Ils prennent racine dans l'ombre, se nourrissant du secret, de l'ambiguïté et d'une rapidité létale. Chaque geste, chaque silence, chaque seconde pèse plus lourd que la force brute. Sous l'apparente tranquillité d'une nuit sahélienne, les destins nationaux basculent parfois sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré, simplement parce que la rumeur voyage plus vite que les ordres. En 2020, au Mali, c'est un simple convoi de véhicules militaires qui, à l'aube, a révélé que tout avait changé. La recette du putsch, elle, ne varie guère. Désorganiser l'État, paralyser les centres vitaux, plonger le gouvernement dans la confusion. Cette confusion n'est jamais un accident, mais une stratégie raffinée, conçue pour mettre l'autorité à genoux avant que la population ne saisisse l'ampleur du danger. Dans la région, la nuit favorise les manœuvres, institutions somnolentes, vigilance relâchée, chaîne de commandement affaiblie par la routine nocturne. Songez à la tentative de putsch au Gabon en 2019, où la radio nationale a été prise à l'aube, avant que la réaction du pouvoir ne vienne, cette fois, trop tard pour les mutins. Le choix du moment est tout sauf anodin. 3 piliers soutiennent l'efficacité d'un coup d'État: le timing, l'opacité et l'adhésion silencieuse des acteurs clés. Parfois, il suffit d'un seul maillon faible pour que tout s'effondre. Les putschistes le savent, la première étape n'est pas de conquérir, mais d'immobiliser. Ils coupent les communications, isolent les décideurs, instaurent un brouillard où nul n'ose trancher.
Cette paralysie est leur arme la plus redoutable, bien avant les fusils. On l'a vu lors du coup d'État au Tchad en 2021, où le décès du président a plongé l'appareil d'État dans l'incertitude durant plusieurs heures, faute de relais assurés. L'histoire du Sahel est marquée par la réputation d'États perçus comme lents et fragiles, surtout en périphérie. On s'attend à ce que l'incertitude s'installe dès les premiers soubresauts, que la légitimité vacille, que l'autorité s'effrite. Ce mythe de vulnérabilité a permis tant de putsch, la conviction qu'un choc nocturne suffira à faire céder l'État à l'aube. C'est ce qui s'est produit en Guinée-Bissau en 2003, où la simple rumeur d'un changement a suffi à paralyser le gouvernement. Mais au Burkina Faso, ce scénario n'a pas eu lieu. L'État n'a pas été pris de court. Cette fois, les chaînes de commandement tenaient en bon. La réaction fut rapide et coordonnée. Là où la confusion était attendue, la discipline a répondu. En quelques heures, l'armée a sécurisé les centres du pouvoir, les communications, les finances, jusqu'au symbole de la souveraineté. Rien n'était improvisé. C'était le fruit d'une anticipation forgée par l'expérience. Après des décennies de crises récurrentes, les leçons des erreurs passées ont été retenues et appliquées. Ignorer ce qui rend ces crises possibles, c'est accepter leur répétition. Tant que les racines profondes des coups d'État ne seront pas comprises, les sociétés resteront vulnérables aux manœuvres d'opportunistes et aux spirales d'instabilité. Ce qui s'est joué à Ouagadougou cette nuit-là n'était pas qu'une affaire de sécurité. C'était une preuve de maturité institutionnelle et d'intelligence collective face au danger. On pourrait comparer cela à la transformation de l'État chilien après le coup d'État de 1973. La résilience se construit dans la compréhension des faiblesses exploitées par le passé. Mais derrière cette victoire tactique se dessinent de nouveaux défis. La confiance du public reste fragile, et les lignes de fracture interne ne disparaissent pas pour autant. Les regards se tournent désormais vers la capacité du pays à transformer cette résilience en stabilité durable. L'histoire a montré, par exemple en Égypte après 2011, qu'une victoire institutionnelle peut rapidement être dissoute si elle n'est pas consolidée par des réformes profondes et un dialogue inclusif. Là où le silence aurait dû couvrir l'action, il a révélé la conspiration. Au Burkina Faso, le secret, supposé être la colonne vertébrale du coup d'État, s'est effiloché avant même que le soleil ne pointe. Des déplacements suspects, trop visibles, ont éventé l'illusion de discrétion. Les premières fuites, minuscules, ont traversé les cercles fermés, alertant l'État avant même que l'opération n'entre en scène. Ce maillon brisé a suffi à déclencher une course contre le temps. Mais le second atout, la rapidité, n'a pas résisté. Les instigateurs du coup n'ont pas réussi à s'emparer, dans les heures critiques, des leviers majeurs de la capitale. Communication, finances, énergie. Autant de points stratégiques restés hors de portée. Le temps, qui devait leur servir d'allié, s'est retourné contre eux. Sans contrôle direct sur ces flux essentiels, leur présence armée s'est retrouvée isolée, incapable de transformer la tension en prise de pouvoir réelle. Le Nigeria a vécu une situation similaire en 1983, où le retard dans la prise de la radio nationale a permis à l'État de mobiliser des troupes loyales et de reprendre la main. Restait la carte du consensus interne. Un coup d'État ne l'emporte jamais par la force brute seule, mais par l'adhésion implicite, la passivité générale, le réflexe d'attendre. Pourtant, cette nuit-là, l'obéissance s'est muée en hésitation. Les unités ont tergiversé, les ordres sont restés en suspens. La mécanique du basculement psychologique, ce moment où la résistance cède, n'a jamais fonctionné. L'absence d'adhésion a dissipé l'élan initial, condamnant la tentative à l'immobilisme. C'est un écho à la tentative de coup d'État en Turquie en 2016, où la mobilisation populaire et la division des forces armées ont brisé l'élan putschiste. Face à cette désorganisation, la stratégie de l'État n'a pas été de sauver un homme, mais de fortifier l'ossature institutionnelle. En quelques heures, 1500 commandos ont été déployés avec précision sur tous les points névralgiques du pays. Non pas pour protéger le dirigeant, mais pour verrouiller la souveraineté. Ériger un rempart autour des institutions, des canaux d'information, des réseaux financiers et énergétiques. En coupant l'oxygène du désordre,
l'État a empêché toute cristallisation du chaos et a renversé le rapport de force. Cette approche rappelle celle de Singapour pendant les années de transition post-indépendance, où la sécurisation des institutions a précédé toute tentative de réforme politique plus large. Ce retournement est loin d'être anodin. Il illustre la capacité d'un État à anticiper, encaisser le choc et neutraliser la menace sans sombrer dans la répression aveugle. Mais surtout, il impose une leçon plus large. Ignorer ces nouvelles formes de défense, c'est risquer d'être pris de court lors de la prochaine crise, ou pire, sous-estimer la faculté d'adaptation d'un État sous pression. Les chercheurs en sciences politiques évoquent souvent la résilience organisationnelle, clé de la survie étatique dans un environnement instable. Si l'État a repris l'avantage, une question demeure. Comment transformer cette victoire tactique en stabilité durable, sans tomber dans la peur permanente ou la répression? Cette interrogation n'est pas nouvelle. En Afrique du Sud, après l'apartheid, la transition pacifique n'a tenu que grâce à l'intégration de toutes les forces vives dans un projet commun. Le Burkina Faso peut-il en faire autant? Pour comprendre ce qui distingue cet épisode, il faut explorer ce que révèle la gestion du pouvoir en situation de crise. Quel ressort, quelle fragilité cet échec a-t-il mis à nu chez les acteurs du coup et chez ceux qui l'ont déjoué? Le pouvoir ne s'est pas imposé par la violence visible, mais par le déplacement patient des réseaux d'influence. Aucune vague d'arrestation, aucun tribunal d'exception, aucune rupture brutale du quotidien. L'objectif? Instaurer une normalité surveillée, pour donner l'illusion d'une continuité, alors que tout se recompose en silence. Cette méthode trouve un écho dans la transition politique espagnole après 1975, où le maintien de la stabilité fut assuré par des réformes discrètes plus que par des ruptures visibles. La redistribution des postes s'est opérée dans la discrétion. Les anciennes alliances, souvent héritées de régimes dépassés, ont été minutieusement démantelées. Peu à peu, les leviers décisionnels ont changé de main, privant les élites d'hier de toute prise sur l'avenir. Un processus similaire a été observé en Éthiopie durant la transition des années 2010, où de jeunes cadres ont progressivement remplacé les anciens, garantissant à la fois continuité et adaptation. Dans l'armée, le renouvellement s'est accéléré. Les officiers d'antan, symboles d'un ordre figé, ont été écartés au profit de cadres plus jeunes, issus du terrain, dont la légitimité repose sur l'engagement et la capacité à affronter l'imprévu. Ici, l'ancienneté ne compte plus. Seuls comptent les résultats sous pression. Cette dynamique rappelle le modèle israélien où les promotions militaires dépendent avant tout de la compétence démontrée en situation de crise. La loyauté a changé de nature. Autrefois fondée sur des liens personnels, elle repose désormais sur l'adhésion à des règles collectives. L'influence individuelle s'estompe, remplacée par une structure qui privilégie la conformité et l'efficacité. La stabilité découle de la discipline partagée, non plus de la peur d'un chef unique. Dans les pays nordiques, la stabilité s'est construite historiquement sur le respect des règles collectives, au détriment des fidélités personnelles. Ce choix de la stabilité, présenté comme une vertu, bouleverse la logique du pouvoir. L'absence de répression spectaculaire n'est pas une faiblesse, mais un message adressé à tous. Le contrôle est total, sans basculer dans la terreur. L'équilibre est fragile, mais savamment entretenu. Lors du printemps arabe, c'est précisément l'incapacité à maintenir cet équilibre qui a précipité la chute de plusieurs régimes. Pour les forces de sécurité, la règle s'est resserrée. La survie professionnelle dépend désormais de la fiabilité, pas de l'allégeance au passé. Chacun sait que la surveillance est permanente, que la performance seule garantit la progression. Cette réalité impose une discipline nouvelle, ancrée dans la responsabilité collective. Cela fait écho aux réformes de la police au Rwanda, où la performance individuelle et la transparence ont remplacé les anciennes pratiques clientélistes. Mais le risque persiste. Confondre cette paix discrète avec une stabilité acquise serait une erreur. La façade d'ordre peut dissimuler des tensions prêtes à ressurgir si l'architecture du pouvoir venait à vaciller ou si la société s'en éloignait. La gestion de la légitimité devient alors le véritable enjeu, fragile et central. On l'a vu lors de la crise ivoirienne de 2010, où l'apparente stabilité a volé en éclats
face à une contestation populaire soudaine. Reste à comprendre comment, derrière cette façade de stabilité, le pouvoir anticipe les prochaines secousses. Les regards se tournent désormais vers les signaux faibles et les marges où tout peut basculer. Les analystes recommandent de mettre en place des cellules d'alerte, capables de repérer les indices précoces de tension, comme l'a fait la Colombie pour anticiper les mouvements des groupes armés. Ce n'est pas l'armée seule, mais bien la vigilance de tous, qui a définitivement refermé la porte au chaos. Face à la menace, la société burkinabé n'a ni cédé à la panique, ni sombré dans l'indifférence. Il n'y a pas eu de foules en colère, mais pas de résignation non plus. Le public est resté en alerte, prêt à réagir au moindre signe de débordement. Cette vigilance populaire a déjà fait ses preuves, comme lors des manifestations pacifiques au Sénégal en 2021, où la mobilisation citoyenne a empêché la crise de dégénérer. Ici, le consentement public s'impose comme rempart. Chaque jour, chacun joue son rôle. Routines assumées, engagement discret, participation à la vie commune. Ce sont ces gestes ordinaires qui forment la première ligne contre l'opacité ou les dérives du pouvoir. Lorsque les marchés ouvrent normalement, que les routes restent animées, que les institutions fonctionnent, la normalité devient le bouclier suprême de la stabilité. On pense à la résistance silencieuse des Polonais sous le régime communiste, ou le maintien des habitudes quotidiennes a sapé l'autorité du pouvoir. Dans ce climat, la prévisibilité l'emporte largement sur la peur. La confiance ne se décrète pas, elle naît de la capacité à anticiper, à maintenir une cohérence entre attentes de la population et action des institutions. Le pouvoir ne s'impose plus, il s'aligne subtilement sur les intérêts collectifs et les processus officiels. Pour renforcer cette cohésion, des ateliers de dialogue national peuvent être organisés, à l'image de ce qui s'est fait au Bénin après la conférence nationale de 1990. Longtemps perçues comme fragiles, les sociétés sahéliennes révèlent aujourd'hui leur sensibilité extrême aux signes de déstabilisation. Elles repèrent les signaux faibles, déjouent les manœuvres et refusent l'effet de surprise. Surveillance mutuelle, solidarité, intelligence collective. Ces mécanismes sociaux désamorcent désormais les coups d'État modernes. Au Brésil, après la dictature, la société civile a joué un rôle semblable en veillant à la transparence des institutions. La véritable résistance ne s'affiche pas sur les barricades, mais se lie dans la force tranquille du quotidien. C'est la normalité, discrète et déterminée, qui envoie au monde un message clair. La société ne tolérera plus les ruptures brutales imposées par une minorité. Les putschs faciles sont révolus. Chaque tentative de déstabilisation se heurte à la vigilance collective, désormais aguerrie et prête à défendre ses acquis sans vacarme, mais sans faillir. Ignorer cette dimension sociale, c'est négliger le cœur de la résilience contemporaine. Ni l'armée ni les institutions seules ne protègent la légitimité. C'est la société entière qui défend, soudée par l'expérience partagée et la volonté d'éviter le retour au chaos. Pour consolider cette dynamique, il serait judicieux d'investir dans l'éducation civique et la formation à la gestion des conflits pour toutes les générations. Une nouvelle maturité collective s'impose. Elle oblige à repenser la façon d'anticiper et de prévenir les crises. La région observe et s'inspire. Ici, la stabilité n'est plus une façade, mais une œuvre quotidienne, construite et protégée par la vigilance de tous. Mais cette vigilance collective, aussi puissante soit-elle, reste à l'épreuve du temps et des défis nouveaux. Comment maintenir cette cohésion face aux pressions extérieures et aux fractures internes? L'expérience du Ghana, où la stabilité actuelle est le fruit d'une longue série de réformes et d'une politique d'inclusion, offre une piste encourageante. Le pouvoir qui dure n'a pas besoin de vacarme. Il réclame responsabilité, vigilance et compréhension partagée. Pour garantir l'avenir, il serait pertinent de mettre en place des mécanismes de dialogue permanents, impliquant toutes les composantes de la société. La création de comités citoyens de suivi, la diffusion régulière d'informations transparentes et la valorisation de la responsabilité individuelle sont des pistes concrètes pour consolider la paix. Ce que le Burkina Faso vient de traverser n'est ni une victoire flamboyante, ni une défaite cinglante. C'est un point de bascule, où la maturité institutionnelle s'est exprimée dans la retenue, révélant une capacité à anticiper les failles,
contenir la peur et préserver la cohérence de l'État sous tension. Face à la vieille tentation du coup d'État nocturne, la réponse n'a pas été théâtrale. Elle a été méthodique. Les mécanismes de l'État, sécurité, information, économie, énergie, se sont verrouillés sans bruit, imposant le rythme d'une résistance disciplinée. Cette posture n'a pas cherché à humilier, mais à rappeler la souveraineté et à délivrer un avertissement limpide. Désormais, le pouvoir s'exerce dans la lumière de la responsabilité. Comme l'a fait la Corée du Sud lors de sa transition démocratique, où l'accent fut mis sur la consolidation des institutions avant toute transformation spectaculaire. Ce n'est qu'une étape. La stabilité n'est jamais acquise. Elle se construit dans la crise, par l'apprentissage et la remise en cause collective. La leçon, c'est que le vrai pouvoir ne jaillit pas des proclamations ou de la force brute, mais de la capacité à susciter le consentement, à inspirer la vigilance et à tisser des liens durables entre dirigeants, institutions et citoyens. Ignorer ces signaux, c'est laisser l'histoire se répéter sans comprendre ses évolutions. Détourner le regard, c'est risquer que l'avenir ne soit qu'une succession de cycles violents, sans saisir comment chaque crise peut renforcer la résilience. Pour briser ce cycle, il convient d'instituer des espaces de discussion publique régulières où la société civile peut s'exprimer et alerter sur les dérives potentielles. Notre attention est cruciale. Elle doit se prolonger par la réflexion et le partage, analyser, discuter, transmettre ce que nous apprenons. Car ce qui se joue ici dépasse le simple fait divers. Il s'agit de voir comment l'anticipation, la gestion du risque et la discipline collective peuvent façonner non seulement le Burkina Faso, mais l'avenir d'une région entière. Restons vigilants. La capacité d'un État à prévenir la crise, plutôt qu'à la subir, redéfinit sa légitimité aux yeux du monde et de son peuple. Ce changement discret, moins éclatant qu'un bruit de bottes, est peut-être la véritable victoire de cette séquence. Il appartient désormais à chacun de contribuer à cette œuvre collective, par de petits gestes quotidiens ou de grands engagements citoyens. La réflexion ne s'arrête pas là. La prochaine étape sera d'explorer comment cette transformation silencieuse pourrait inspirer d'autres États du Sahel et jusqu'où cette nouvelle grammaire du pouvoir saura faire face aux prochaines tempêtes. Le Burkina Faso, par son exemple, ouvre une nouvelle page dans l'histoire de la résistance pacifique au coup de force. Il appartient à tous de l'écrire